Voilà. C'est bon? On est bon. On est deux. Une petite intro. Allez, bon, bonjour ou rebonjour à ceux qui étaient déjà là. Donc, on enchaîne. Deuxième conférence de la deuxième journée nationale de sensibilisation TDAH. Donc là, on accueille le docteur Sébastien Bactel, qui est psychiatre donc, à l'hôpital civil spécialisé dans le TDAH de l'adulte. Mon psychiatre, en l'occurrence, avant tout, je suis sa patiente. Et puis, un jour, quand j'avais fait intervenir dans un autre cas, je l'avais expliqué, avant que je venais de créer l'association, je l'avais expliqué que voilà, justement, les adultes étaient très en demande, que souvent, les retours qu'on a, c'est voilà, maintenant, je diagnostic, ok, super, et qu'est-ce que je fais, et puis, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et puis, du coup, j'en ai parlé à Sébastien. Je disais, voilà, moi, j'ai des adultes qui me disent, voilà, on a besoin de ressources, on a besoin de trucs, on a besoin d'outils. Et puis, donc, voilà. Donc, Sébastien m'a dit, bah, c'est super. Moi, je vais faire un groupe pour adultes TDAH. Donc, voilà, sur le moment, quand même, j'ai un peu eu un blanc parce que, en fait, j'étais quand même avant tout une personne avec un TDAH, une patiente, et que c'était juste pas possible que je fasse ça. Parce que, bon, je ne me sentais pas trop légitime non plus. Mais finalement, ce qui est extraordinaire, et vraiment mille fois merci, parce que jamais j'aurais pu imaginer, en me lançant comme ça, je trouve que en créant une association, mais jamais j'aurais pu imaginer que je pourrais travailler avec des professionnels de santé, en l'occurrence avec Sébastien Baibel et avec toute l'équipe de l'hôpital civil. C'est quelque chose qui vraiment pour moi était juste inaccessible, enfin, inenvisageable. Et du coup, on avait créé avec toute une équipe, un groupe de parole dédié aux adultes avec un TDAH. On avait été sur 10 séances d'affilée. Bon, après, il y a eu le Covid, on n'a pas pu continuer, mais j'ai pas mal de demandes. Donc voilà, donc du coup, Sébastien Baibel, c'est mon super psychiatre. C'est lui qui finalement aussi m'a ouvert la voie et m'a permis de plonger là-dedans. Et ce qui est extraordinaire, de me faire confiance aussi, finalement. Et ce qui est génial, c'est que ce soit lui ou Gilles Berchi, qui est le chef de pôle dans l'équipe, ils sont aussi en demande, ils ont envie de travailler avec des associations de patients et on arrive vraiment à communiquer, à collaborer et ça, je trouve que c'est juste extraordinaire et on en a besoin aussi. Voilà, donc maintenant je laisse la parole. Merci Virginie pour cette intro très sympa. Alors je vais regarder parfois ici, parfois je vais essayer de vous regarder vous surtout. Virginie, je vous laisse vérifier que la caméra est bien orientée. Ok, donc, oui, donc je suis psychiatre d'adulte en fait, et je travaille au CHU de Strasbourg. Alors, je mets mes petites affiliations en dessous, donc aussi, je fais de la recherche au niveau de l'INSERM, notamment sur le TDAH, et membre aussi de la coordination nationale TDAH de l'adulte qui regroupe des professionnels, mais les associations, ils sont bienvenus aussi. Faire beaucoup de lobbying auprès des instances et avec des choses qui aident. Alors, on n'est pas les seuls à avoir du lobbying, mais c'était maintenant, par exemple, officiellement, la Ritaline est remboursée depuis le 2 juin, alors que ça, c'est trop nouveau. Alors, voilà, c'est ce genre d'action, et on trouve aussi le petit logo du groupement STRASND, qui est un programme de recherche plutôt sur les troubles liés à l'autisme et aux troubles neurodéveloppementaux. Voilà, c'est parti aussi. Donc, je travaille avec des patients qui ont un TDAH, mais alors, je peux vous décevoir, mais je ne fais pas que ça, en fait. Et je n'ai pas le temps de faire que ça, d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup d'activités. Vous savez, c'est un gros problème. Oui, c'est un gros problème. Alors, les psychiatres, mais on met ça dans le grand public, c'est un peu pressé, comme un citron, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. Et voilà, le TDAH, c'est quelque chose qu'on ne fait pas avant, donc c'est un peu en plus. Moi, j'ai pas, dans le service du travail, on n'a pas de financement spécifique pour ça, donc on le fait vraiment parce qu'on pense que ça a un sens et on essaie surtout de former les autres collègues. Donc, je sais que si vous sollicitez une consultation, vous avez un délai d'attente de 20 ans et demi maintenant. Mais dans mon service, et en même temps, on ne peut pas faire plus parce que ma position, c'est de dire qu'il faut que tous les psychiatres connaissent le TDAH de l'adulte, tous les psychiatres puissent savoir poser un diagnostic, traiter s'il le faut. Parce que ça va être le centre de ma présentation, c'est que le TDAH se promène rarement seul. Et quand on vient pour un TDAH, souvent il y a une autre question qui est associée, qui nécessite des soins et qui nécessite en tout cas parfois des diagnostics, parfois des traitements spécifiques. Et c'est quelque chose de très important. On ne peut pas dire au beaucoup d'un TDAH, c'est bon, vous voulez ça, faites ci et ça sera réglé. Parfois, c'est le cas. Tant mieux, parce que parfois, il y a des situations très simples et parfois de traitement, bien
avoir conscience de son fonctionnement, aide, suffit. Parfois pas. Hein, et ça sera vraiment le point de ma présentation, c'est que c'est une question qui est déjà chez l'adulte, en tout cas, je parlais de l'adulte, hein, ne concerne pas que la question du TDAH. Il n'est pas seul, mais il y a souvent d'autres choses à voir. Alors, on va parler des troubles associés. Alors, ce sera le sens de ma présentation. Et alors, les troubles associés, ce qu'on appelle aussi comorbidité parfois. Troubles associés, c'est un peu moins spécifique peut-être et plus large. Donc, effectivement, je vais parler des grandes personnes. Hein. Je suis à droite, et pas du bout à gauche, parce que les choses ne sont pas tout à fait la même chose. Chez les enfants, il y a des comorbidités aussi, des troubles associés aussi. Vous avez entendu parler des problèmes de développement en général, les problèmes de position. Mais chez l'adulte a vécu avec un TDAH pendant des dizaines d'années en général. Et ça a aussi un impact, mais je vais me centrer sur cette question-là, parce que c'est le point où plus en capacité et en expertise. Donc je vais vous parler de ce côté de la question. Qu'est-ce qui se passe chez les grandes personnes? Alors, évidemment, c'est une question chez les enfants, on peut discuter, mais je parle aussi parfois de l'enfance, vous allez voir ça. J'ai prévu une présentation un peu en deux parties, une partie un peu générale pour dresser un tableau un peu large, de 5 minutes, je pense. Et ensuite, on verra les différentes comorbidités et ça sera assez ouvert. Hein. J'ai des slides très light, vous allez voir. Et ça sera surtout pour avoir une discussion et un peu les un petit main, mais là, ce sera le moment aussi pour poser des questions si vous avez envie. Je ferai un peu de façon très, très concrète, en fait. Je ne vais pas me diapo avec des cerveaux et des neurotransmetteurs et tout ça, mais on peut en parler si vous voulez, mais voilà, ça sera vraiment des choses très concrètes de la vie quotidienne et dans le cadre des troubles associés. Alors, à votre avis, quelle est la proportion des personnes qui ont adultes, qui ont un diagnostic TDAH, qui ont un autre diagnostic? Tous 40, tous plus 80 personne se mouille, on fait la moyenne. Ouais. Ça, c'est déjà une bonne question. Alors, le chiffre qui est consensuel, c'est 80%. Hein, donc, dans 80%, bravo. Hein. Alors, ça, c'est Virginie qui donne les lots à la fin. Mais consultation. Un an et demi. Non, il gagne très bon. Il faut soulever ma proche secrétaire. Donc, le 80%. Alors, c'est vrai que c'est un chiffre qui, un peu comme ça, à retenir, mais qui veut dire beaucoup de choses. Une part, c'est effectivement, c'est pas tout le temps présent. Hein, ça peut être dans le passé, ça peut être des choses qui sont réglées ou des choses qui sont proactives. Ça peut être un panel très large, des choses très sévères, hein, qui sont handicapantes, qui sont en premier plan et qui peuvent être très gênantes, bien plus que le TDAH, mais aussi des choses plus légères, hein, parfois simple problème de sommeil, des choses comme ça. Mais voilà, ça représente un panel assez large, mais vous allez voir que les choses qui sont associées, c'est aussi un panel très large. Voilà, donc ça va de l'anxiété, de la dépression, les TOC, le bipolaire, les scotymies, les addictions, les problèmes de régulation des émotions, les troubles de la personnalité, on s'arrête par les troubles de la personnalité narcissique, les troubles du comportement alimentaire, la personnalité antisociale, les troubles 10 qui persistent parfois chez l'adulte, l'autisme, les traumas, le syndrome des jambes sans repos, l'insomnie, l'hypersomnie aussi. Voilà, vous avez une belle liste. Et encore, je pense que je pourrais en rajouter quelques-unes. Donc, on va voir tout ça. Mais on va essayer de le faire de façon un peu organisée, vous allez voir. Donc, ça, c'est un peu une liste, mais les choses peuvent se comprendre de façon un peu plus structurée. J'y viens tout de suite. Alors, un point qui est très important, quand moi je vois par exemple un patient, c'est que, OK, on va diagnostiquer le TDAH, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas, quelle est la sévérité, quelles sont les conséquences, mais on va surtout regarder aussi tous les autres problèmes qui sont à côté, parce que c'est ça qui va déterminer beaucoup les décisions de prise en charge. Donc, l'idée, c'est de s'intéresser à tous ces aspects. Et parfois alors c'est
à travers qu'on les psychiatres, hein, on dit ah ce patient, s'il a ces problèmes-là, ça cause du TDAH, ah non, ça cause du bipolaire, c'est comme ça. C'est souvent des disputes qui n'ont pas beaucoup de sens. Mais chez les personnes aussi, parfois il y a l'impression d'avoir un diagnostic qui va tout expliquer. Et en fait, c'est souvent un peu faux. Hein. Il ne faut pas espérer que le TDAH va expliquer toutes les difficultés. Ça peut être une caractéristique qui peut donner pas mal de pistes, mais c'est rare que ça explique tout. Donc c'est déjà un premier avertissement si on veut comprendre pourquoi tel type de symptômes, telle difficulté. Donc c'est rarement le TDAH n'est pas une explication qui va coller à tout. Hein, c'est pour ça que la question des troubles associés est tellement importante. Alors je vais déjà faire un petit spoiler pour la fin. C'est pas forcément des problèmes qui sont associés au TDAH, hein, parfois aussi des choses qui sont positives et on y reviendra de la fin. C'est monter le moral. C'est une nouvelle tourmente avec tous les diagnostics qu'on a défilés. Ok, donc ce qui est un point important aussi à comprendre, c'est que une fois qu'on a un deuxième trouble associé au TDAH, on a encore plus de chances d'en avoir un troisième, et puis un troisième, puis un troisième. C'est un peu un effet d'escalade, c'est parce que, en fait, vous allez voir, c'est le fait d'avoir plusieurs difficultés augmente le risque diminue le seuil de vulnérabilité pour d'autres choses. Comment on peut le représenter? Imaginez-vous un graphique qui est très simpliste, hein, mais dans l'axe des X, horizontalement, vous avez l'intensité du TDAH. À gauche, les gens qui ont un TDAH à une grande limite, et à droite, ceux qui ont des symptômes très marqués, liés vraiment au TDAH, au problème de régulation au niveau du système du cortex préfrontal, par exemple. Il y a des personnes qui ont des formes très légères. On peut même imaginer que c'est une répartition tout à fait effective dans la situation générale. Hein. Et à droite, des formes plus sévères. Et dans l'axe des Y, verticalement, vous avez l'intensité du retentissement. Si vous imaginez, non pas, parce que ça, un retentissement de ma vie quand c'était en bas, et très élevé, très gêné, en grande difficulté pour le travail, pour la famille, pour les études, etc., considérablement. Alors évidemment, vous imaginez bien que plus le TDAH est marqué, au niveau du système biologique de la société, plus le retentissement va être marqué. Donc, c'est l'option d'un TDAH. Et on parlerait aussi de seuil, hein, c'est-à-dire un niveau à laquelle on dit, OK, là, ça commence à poser des problèmes. Alors, évidemment, ce seuil est très dépendant de plein de facteurs. Là, j'ai mis sur une zone ça, très fine, hein, mais c'est tout à fait arbitraire. Hein. Il faut imaginer que l'environnement dépend, on peut modifier ce seuil. On peut imaginer que les attentes sociales modifient le seuil. Les attentes de la personne modifient ce seuil. Mais imaginez quand même que l'intensité du TDAH est tout à fait corrélée au retentissement avec un moment où l'enfant. Souvent, sollicitent des soins, ressentent le besoin d'être. Ça, c'est pour le zéro comorbidité. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des comorbidités associées, en fait? C'est que la pente va être plus raide. En fait. Et quelque part, on va pouvoir avoir tendance à consulter plutôt quand on a ça, un TDAH plus faible et les choses vont croissant, plus on a de comorbidité, plus on se décale comme ça. Et on peut comprendre pourquoi, quand des personnes ont des troubles associés, on commence à consulter pour des symptômes de TDAH plus faibles, alors que les patients qui ont juste un TDAH, c'est comme des gens qui se voient tout de suite, c'est évident. Donc vous voyez que c'est vraiment important d'avoir une vision assez globale des choses. Alors, pour finir sur cette introduction très générale, je vais insister sur le fait que les relations entre les différents troubles ne sont pas toujours toutes simples et qu'il y a des interactions entre les différents troubles. Et évidemment, on n'est pas toujours simple de les comprendre. On peut avoir des modèles et enfin, c'est une espèce de phrase qui veut dire mais qui ne veut rien dire. Il y a autant de TDAH que de personnes de TDAH, évidemment. Et voilà, et on peut difficilement comprendre toute la complexité d'une personne. Hein. Si vous regardez un arbre qui pousse, hein, il pousse d'une façon particulière, plein de facteurs. Hein, on peut dire que globalement, quand la terre est acide, bah, le pain il pousse mieux dans mais voilà, on sait aussi qu'on pousse du vent et tout ça. Donc, à la fin, on a une forme et on peut se dire, OK, ouais, c'est ça et ça qui détermine cette forme. Mais en fait,
il y a tellement de facteurs qui nous échappent. Et donc, dans le TDAH, c'est pareil. Donc, première relation qui est importante à comprendre, c'est que le TDAH en lui-même génère des situations par exemple, plein de choses. Stress, accident, relationnel, c'est la première relation. Ensuite, l'autre chose, c'est que le TDAH partage une biologie commune avec nous. Ça peut être, par exemple, au niveau de la génétique. On sait que, par exemple, les gènes qui sont associés au TDAH, vous savez, plein de gènes différents, il n'y a pas un seul gène. D'ailleurs, ce pas des gènes qui sont franchement associés au TDAH en lui-même, c'est des gènes qui sont associés à un type de fonctionnement au début du TDAH. Ces gènes-là, par exemple, sont aussi associés très clairement à d'autres groupes bipolaires. C'est la même, sauf que c'est l'association de plein de petits facteurs qui fait que c'est un groupe d'un autre. Donc, il y a une biologie commune, deuxième point. Et troisième point, c'est que les troubles associés, et c'est un peu ce que j'ai montré tout à l'heure, peuvent aussi limiter les adaptations qu'on peut avoir face à un autre problème. Et ces troubles associés peuvent aussi donc, ainsi augmenter le retentissement du TDAH. Un peu ce que j'ai montré dans le graphique avant. Donc, c'est toute cette situation un peu d'interaction qui rend les choses compliquées. Et on va essayer de décortiquer pour les différents troubles. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de ma présentation, qui va aborder ça. Alors, si je peux faire une demande, est-ce que quelqu'un peut me ramener un verre? Merci. C'est sympa. Merci beaucoup. OK. Donc, dans cette deuxième partie, je vais vraiment vous inviter à poser des questions sur la présentation, si vous avez des questions sur un trouble particulier. Enfin, je vais présenter un peu chaque fois les troubles. L'idée, c'est pas de présenter les critères de chaque trouble. Voilà, les troubles psychiatriques, les mots souvent sont associés à une représentation que la plupart des gens ont, mais parfois il y a quand même des erreurs. Donc, un peu globalement, expliquer ce que c'est pour représenter, mais sans rentrer dans les détails, parce que ça serait vraiment trop long. Et je pense que l'idée, c'est pas pour donner une masse d'informations, c'est vraiment clarifier un peu les idées. Donc, je vais aborder ça chaque trouble, je vais aborder ça avec un plan similaire à chaque fois. Bon, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est, en gros. Et ensuite, je vais voir dans quelle mesure ça peut être une conséquence du TDAH. Comment un trouble peut se construire sur le TDAH, qui est quand même quelque chose qui est neurodéveloppemental. C'est-à-dire que c'est un type de fonctionnement qui évolue depuis la naissance, a priori. Alors, c'est pas toujours. Certainement, on dit, mon fils, déjà, dans le ventre, déjà agité. C'est pas très bien, mais en tout cas, on sait que ça évolue depuis la naissance, donc c'est une forme de facteur de risque pour développer d'autres problèmes. Pour vous donner une métaphore médicale, l'hypertension artérielle, par exemple, c'est un facteur de risque qui fait que plus on va dans une hypertension artérielle, plus on change. Donc, on va déjà d'abord évaluer est-ce que c'est une conséquence. Ensuite, est-ce que c'est un masque? Et on va voir un peu dans quelle mesure certains troubles peuvent être au premier plan et faire que le TDAH ne se voit pas. Ça sera une façon dont je regarderai les choses. Troisième chose, chaque trouble, je regarderai un peu. En tout cas, c'est une fausse. Parfois, les choses ressemblent à un TDAH, mais ça n'en est pas. Donc, ce n'est pas le problème principal. Et je dirais des différences. Et enfin, faire avec. Comment on va faire avec cette association-là? En gros, sur les approches Comment vous dites une fausse piste? Et on dit aussi qu'il y a différents TDAH. Après, on fait des fausses, une fausse piste, une fausse piste. Mais parfois, ce qui ressemble à un TDAH, c'est pas un TDAH. Vous allez voir, on va en parler. Parce que c'est pas parce qu'on a des difficultés d'émotion, d'attention. Parfois, c'est un peu tout à la fois pour chaque trouble et on va voir ça. Ok, donc il y aura ce petit logo à droite, on va s'afficher à chaque fois. Ça va suivre. Ok, et en plus, je ne mettrai pas trop de texte. On va commencer par l'anxiété et les peurs. Qu'est-ce que c'est que l'anxiété? L'anxiété,
c'est la réaction aversive qu'on a face à l'incertitude. Tout le monde est un peu anxieux parfois, et c'est normal. On a tous un balance négative face à l'incertitude, sauf que pour certaines personnes, c'est particulièrement. Les TOC, c'est un peu différent. Les TOC, c'est le besoin de contrôler cette incertitude de façon inappropriée. Obsessionnelle en plus. Pardon, l'abréviation sans la détailler. C'est le besoin de contrôler de façon soit par des pensées, des obsessions, des pensées qui reviennent, une espèce de boucle qui ne s'arrête pas, même si réveillée, ou bien parfois par des actions, hein, vérifier, contrôler en quelque chose. C'est toujours une question par rapport au doute et à l'incertitude. Donc, l'anxiété, c'est le fait d'avoir des doutes permanents sur la vie, en gros, et le TOC, c'est le fait d'avoir des doutes alors qu'il ne devrait pas en avoir. Alors, première question, dans quel cadre ça peut ça peut être une conséquence du TDAH. Juste peut-être pour vous donner un chiffre, hein, 50% des personnes avec TDAH décrivent avoir des symptômes anxieux. Hein, donc, il y a une anxiété qui est considérée comme particulièrement élevée. Donc, c'est quelque chose de particulièrement fréquent et probablement très courant. Alors, j'imagine que face à l'incertitude, c'est quelque chose qui est. Justement, les personnes TDAH sont beaucoup exposées à ça pour une raison très simple. Hein, vous savez que le TDAH, c'est une forme de myopie pour le futur. Hein. Les personnes ont du mal à anticiper parce que justement, leur fonctionnement est d'être tout le temps dans l'immédiat. Hein. Et vous savez que l'anticiper, c'est regarder moins devant. C'est comme si vous rouliez avec une voiture avec des phares qui règlent, si vous voulez, juste pour éclairer 1 mètre devant. J'imagine que vous alliez un peu anxieux de rouler dans une route tout à fait noire. Hein, parce que justement, cette difficulté à regarder loin génère une forme d'anxiété. Ouais, donc, ce qu'on observe chez les personnes avec TDAH, c'est que pour certaines personnes, notamment celles qui sont en difficulté par rapport au fait qu'elles n'ont pas vie comme elles le souhaiteraient, ça développe une forme d'inquiétude pour ce qui pourrait se passer loin, et donc des symptômes anxieux. Alors, les TOC, ça peut être la même chose, mais dans le sens inverse. C'est qu'à force de développer des stratégies pour compenser, ça peut parfois être une forme de système de vérification qui devient complètement rigide. Et alors, un TOC, c'est pas par exemple de vérifier à chaque fois que vous sortez si ma porte est fermée. Parce que j'ai évidemment tendance à le dire. C'est devenu en quelque sorte une forme de vérification qui est devenue systématique et qui est souvent vraiment inappropriée. Je vérifie 5 fois, parce que même si je sais que j'ai déjà vérifié, que j'ai en mémoire être souvenu, mais on peut bien comprendre que quelqu'un qui aurait une tendance, il y a une biologie particulière, à avoir une forme de vérification tout permanent, ça fait sur vous, vous connaissez peut-être des gens qui ont un peu une tendance à avoir des doutes ou à s'inquiéter d'avoir mal fait les choses. Le fait d'avoir cette tendance, plus un TDAH, fait que on peut développer, notamment dans certaines périodes de la vie, l'adolescence, notamment dans l'adolescence, la jeune adolescence en général, c'est des enfants de 10 ans où le peuple peut être présent. Et donc on sait qu'il s'est assez souvent associé au TDAH. Donc on a vu que ça va assez. J'entends un bruit bizarre, je n'ai pas compris ce que c'est. On comprend assez facilement pourquoi l'anxiété peut être vraiment conséquente sur le TDAH face aux difficultés récurrentes. De plus, quand on a régulièrement eu des remarques négatives, dans la scolarité ou dans l'enfance, on a aussi beaucoup moins de certitude sur ce qu'on peut contrôler soi-même. On se construit une image de soi qui est « moi, j'y arrive pas, moi, je ne suis pas capable ». Et donc, du coup, on a une image de soi qui est aussi marquée par moins de confiance sur la capacité de contrôler, ce qui est aussi une tendance à augmenter l'anxiété. Alors, parfois, et ça c'est peut-être plus présent chez les patients qui ont moins d'impulsivité, mais on repère que cette anxiété est tellement en premier plan que c'est ça qu'on voit surtout et dont les patients se plaignent. Hein, et donc on voit beaucoup de personnes qui ont bénéficié de soins pour des troubles anxieux pendant des années, parfois une panique, ou parfois une anxiété généralisée, c'est-à-dire le fait
d'avoir une inquiétude exacerbée de façon persistante, et qui, en fait, ces inquiétudes sont liées à une difficulté de planification, une difficulté d'anticipation. Donc, c'est un masque qui est souvent présent, avec parfois l'idée que les personnes anxieuses seraient moins impulsives. En fait, on se rend compte que les personnes TDAH avec impulsivité sont vraiment des personnes qui ont encore plus d'impulsivité que les autres, et ce n'est pas forcément quelque chose qui va à l'opposé des symptômes du TDAH. Alors, dans quel cas c'est une fausse piste? La question de la fausse piste est toujours un peu la même, c'est qu'il faut vraiment essayer d'analyser les choses dans le développement. Quelqu'un qui développerait un trouble anxieux pour une autre raison de sa vie aura tendance à avoir des pics de concentration. Par exemple, quand je fais du souci, je ne peux pas me concentrer. Et donc, effectivement, on peut repérer chez les personnes qui ont des anxieux assez marqués une incapacité à planifier, une incapacité à se concentrer sur quelque chose parce que dans leur tête, tout le temps, les questions, les inquiétudes qui reviennent, une forme de rumination. Et on distinguera les choses, notamment par rapport au contenu de ces ruminations, au contenu de ces inquiétudes, et dans quelles circonstances elles surviennent. Et par exemple, on repérera aussi que ces inquiétudes, notamment quand elles ne sont pas là, parce que les circonstances sont d'anxiété moins fortes, et ben, elles conduisent à l'amélioration de fonction. Parfois, c'est difficile de savoir, et donc, on arrive à la dernière question, on fait avec. Parfois, la meilleure façon de savoir ce qui est présent, c'est de vraiment envisager un traitement des troubles. Ça, c'est pas facile parce que quand on a des symptômes de TDAH, on a envie d'avoir ce diagnostic parce qu'on peut être un peu embêté parce qu'on est anxieux, parce que d'abord, les traitements ne sont pas faciles à mettre en place pour le TDAH parce qu'ils peuvent avoir un effet d'augmentation du niveau d'anxiété. Pour une raison déjà très physiologique, c'est que le traitement peut accélérer un peu le cœur. Vous savez que beaucoup de nos émotions, nos sentiments viennent de nos ressentis physiologiques, pas du tout de notre tête. C'est une construction qu'on a, mais en fait, la plupart de nos réactions émotionnelles sont liées à des ressentis corporels. Donc, le fait d'accélérer un peu le cœur va augmenter le niveau d'anxiété ressenti et peut, chez certaines personnes, augmenter le stress. Et ça, c'est souvent un facteur qui montre que le trouble anxieux est encore très présent. Donc, souvent, il est très important de traiter le trouble anxieux avant. Et comment on traite un trouble anxieux? Ça se traite avec cette thérapie comportementale. Et en fait, l'idée, c'est simple. Souvent, on a ce terme-là, comme ça, on ne sait pas ce que c'est. En fait, la thérapie comportementale, c'est s'exposer à ce qui fait peur, ce qui nous inquiète. Et par exemple, la PCC du trouble anxieux, ça sera de ne pas envoyer des SMS à son enfant qui est beaucoup plus tard qu'il prévu. Et ça, ne pas le faire pour voir qu'en fait, ce n'est pas la catastrophe, et le répéter. Et observer ses émotions et éviter d'être dans des espèces de cercles vicieux qui sont je m'inquiète, je commence à commencer à le frapper sur la géolocalisation pour voir où il est, etc. C'est ça les TCC en fait. Il faut faire parfois très spontané, mais en gros, parfois quand la marche est trop, on se fait accompagner pour ça. Par contre, on doit aussi utiliser les antidépresseurs parce que l'anxiété est tellement importante qu'on est finalement inaccessible à la thérapie, voire parfois même la thérapie devient contre-productive. Donc, c'est les antidépresseurs et pas les anxiolytiques qui peuvent être de bons traitements pour l'anxiété. Donc, ça, c'est un point important. Donc, c'est souvent important de traiter l'anxiété, parfois même avant le TDAH. Parfois, le TDAH traite complètement l'anxiété, dans une forme modérée d'anxiété, parce qu'elle est vraiment secondaire au TDAH. Mais parfois, comme vous verrez souvent, les troubles, une fois qu'ils ont commencé, les circuits qui se mettent en place, ils restent présents ensuite de façon durable. Donc, il ne faut pas hésiter à traiter l'anxiété avant le traitement. On est dans deux choses que j'ai racontées. Dites, on a sémiopire le futur. Alors ça, c'est une espèce de modèle qu'on utilise pour parler du TDAH. C'est que le TDAH, c'est un peu, on est dans le court terme, on n'arrive pas à regarder au moins 2 ans. Ou bien on peut regarder vers devant, mais on procrastine parce qu'on est bloqué. Oui, alors ça peut rentrer dans. Non, en soi, c'est pas vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est pas spécifique au TDAH. C'est le fait de procrastiner parce qu'on a peur, parce qu'on est l'impression que la marche est trop haute, ça peut être plein de choses. C'est le mécanisme de la procrastination. La procrastination n'est pas spécifique du TDAH.
Ce sont beaucoup de gens, et en général, elles surviennent quand on a quelque chose qu'on ne se sent pas capable de faire, on se sent à hauteur légitime, parce qu'on a peur, on voit les résultats, parce que dans le TH, c'est souvent l'effort, comme les efforts sont difficiles à mobiliser, parce que ça va demander une concentration, une espèce d'envie d'être hyper averti. C'est ça qui est déjà le plan de la procrastination. Mais la procrastination n'est pas spécifique du TH. Donc, si c'est juste de la peur de ne pas y arriver, ça fait tout simplement la procrastination. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est justement ça, il faut bien décortiquer qu'est-ce qui pousse à procrastiner. Donc, la myopie au futur, c'est vraiment le mécanisme, un des mécanismes fondamentaux du TDAH, c'est de difficulté à fournir un effort lié à une récompense future. Si on vous demande de dire est-ce que vous préférez avoir 1 euro tout de suite ou 10 euros dans demain, la plupart du temps, dire 10 euros demain. Et si maintenant on décale un peu, 10 euros dans 1 mois, dans 2 mois, hein, et donc voilà, il y a un moment où vous allez dire, je ne sais pas, 10 euros tout de suite, et ça c'est normal. Mais pour un personne TDAH, ce basculement passera beaucoup par là. Oui. Je n'ai pas compris parce que l'anxiolytique va noyer l'anxiété pendant 2, 3 heures, 5 heures, 6 heures au mieux, et ça recommencera. Donc vous allez finir par devenir dépendant. Et en plus, c'est des médicaments, comme l'alcool d'ailleurs, une dépendance psychiquement et physiquement. Donc c'est très mauvaise idée d'utiliser l'anxiolytique pour traiter l'anxiété. Parfois, ça peut être utile dans les situations d'urgence, mais de façon générale, c'est très schématique ce que je dis. On met un traitement dessus, et en fait, qui en soit addictif, contrairement au traitement pour le TDAH, par exemple, on n'a pas d'addiction. Ils sont passés, on a doublé les symptômes. Et du coup, on met très vite à court. Donc, en 2 prises ou en 1 semaine de prise, ça va arriver, mais c'est en 2 mois de prise, ça sera arrivera. OK. On passe à la page suivante, parce qu'il y en a plus des pages. Non, mais on ne voit plus. Ah si, c'est pas la même caméra? C'est bizarre, je croyais que c'était... Ah non, ça c'est la caméra qui est rouge. D'accord. Ok, je vais essayer de répondre. La dépression. Alors, la dépression, les épisodes dépressifs, alors vous savez qu'en gros, il y a quand même une personne sur 10 ou une personne sur 20 qui, un jour dans sa vie, prend une dépression. Chez les personnes avec TDAH, c'est beaucoup plus important, c'est au moins multiplié par 2. Hein. On a quand même entre 30 à 50% des personnes qui font un jour une dépression dans leur vie. Parfois d'intensité variable, hein, et avec des récurrences qui peuvent être d'intensité variable. Et donc, la dépression, c'est quoi? C'est, comme imaginez-vous que avoir une humeur dépressive, c'est tout à fait normal. Hein. Il arrive une heureux, une perte, un échec. Enfin, c'est normal d'avoir cette réaction d'arrêter, hein, parce que sinon on connaîtrait dans les murs tout le temps jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. La dépression nous aide, l'humeur dépressive nous aide à arrêter une action qui ne vous aide pas à souffrir, qui ne vous aide pas à avancer. Et ça se fait parfois même sans qu'on soit conscient exactement de pourquoi on est dans une situation d'échec. Sauf que parfois, ça c'est lié à différentes choses, que ce soit au profil biologique, mais aussi des expériences précoces négatives. On a tendance à rentrer dans ce processus plus rapidement, ou bien, une fois qu'on est dedans, on n'a plus en chance. C'est ça la dépression, c'est que même si le truc aversif s'arrête, l'humeur dépressive persiste. L'humeur dépressive, l'énergie basse, la motivation. Et la dépression, peut survenir dans plusieurs semaines, et surtout rechuter. Et une fois qu'on a fait une dépression, on a plus de chance d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Il y a comme une cicatrice qui reste. Et on a tendance à en faire des choses qui sont de moins en moins sévères. C'est comme pour les entorses d'Achille, hein, vous savez, une fois qu'on en a fait une, on en fait une deuxième, une fois qu'on en a fait 10, il suffit de marcher sur un caillou, voilà, et on en refait une. D'accord? Donc c'est la même chose, une forme de cicatrice qui persiste. Alors, il y a une raison assez évidente pourquoi les personnes qui TDAH ont plus de dépression, parce qu'ils ont plus d'expériences négatives.
Pourquoi? Parce que vous avez multiplié en longueur, parce que vous savez certainement, on sait que les enfants avec le TDAH ont plus souvent des remarques négatives des personnes en autorité, notamment les parents. Ils ont aussi plus de difficultés relationnelles, donc parfois plus de difficultés à avoir un soutien, et parfois plus de difficultés aussi à se sentir compris. Et donc, du coup, ça fait le lit des dépressifs. Donc, on sait que le TDAH est un facteur de risque de dépression, notamment par les parcours de vie. Ensuite, alors, le masque dans la dépression, je tendance à dire, la dépression, la caractéristique, c'est qu'elles sont épisodiques. Donc, c'est assez facile de faire la distinction, de savoir à quel moment la communication fonctionnait en dehors des périodes dépressives. Ce qui est parfois un peu compliqué, c'est que les personnes fonctionnent bien avec leur TDAH pendant des années, jusqu'à. Et là, c'est le grand classique, par exemple, la personne qui a, je sais pas, dans le marketing professionnel, elle avance, elle a de plus en plus de responsabilités de planification, et c'est de plus en plus difficile parce qu'il faut planifier. Et comme ça, je fais un burn-out. Et ça, souvent, et souvent, le burn-out, c'est un terme un peu vague. Parfois, on voit des personnes qui sont en burn-out, j'arrive plus, et en fait, elles n'ont pas tellement de symptômes dépressifs, mais elles ont un traitement. Voilà, elles se sentent mieux, mais elles n'arrivent plus à étudier. Et ça, c'est souvent peut-être une petite alerte pour dire qu'il n'y a pas quelque chose d'avant déjà présent. Hein, et c'est là où on peut reconnaître un TDAH qui était pas compensé. Et le fait d'avoir trébuché fait qu'on n'a plus à reprendre le fonctionnement d'avant. Alors, les symptômes, c'est-à-dire où c'est juste parce que c'est. Ouais, on peut se dire simplement que le fait de, une fois qu'on est tombé de cheval, c'est plus difficile de remonter dessus, quoi. Ça peut être ça aussi, on peut expliquer ça. Alors, la dépression en soi génère des troubles cognitifs, des problèmes d'attention, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. C'est toujours difficile, même avec les neuropsychologiques, de faire la distinction, mais globalement, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Hein, c'est des personnes persistantes, alors que chez les personnes TDAH, une instabilité de l'attention. Elles arrivent à mettre leur max dans certaines circonstances, mais les patients avec dépression, c'est un peu plus persistant, mais ce n'est pas facile de l'observer avec des tests, hein, et souvent, c'est plus on observe de nous. Après le burn-out, j'ai l'impression qu'il était à 100% en TDAH, qu'après, ils n'arrivaient plus à retrouver leur fonctionnement de TDAH d'avant. Oui. Du coup, leur possibilité, elle marche même plus. Et en fait, il y a vraiment que l'aspect négatif qui est là, et le plus c'est pas. Ça peut être lié à des symptômes de dépression qui persistent. Ça peut être lié aussi à des conséquences de dépression en termes de sommeil, d'hygiène de reprendre, ou si à cause de la dépression, on n'a pas de son job, c'est-à-dire qu'à cause du burn-out, on n'a pas de son job, on s'est dit qu'elle a ta carte. Ça peut être aussi un facteur, mais aussi la dépression laisse des traces, hein, elle laisse des cicatrices du fonctionnement cognitif, donc ça peut être une des raisons pour même si vous êtes déjà conscient quand vous êtes TDAH, en tout cas, récupérer le fonctionnement d'avant. Alors, dans quel cas c'est une fausse piste, je dirais surtout dans le cas où la dépression n'est pas traitée ou pas identifiée. On sait que la dépression génère des problèmes de concentration d'attention. Il faut quand même toujours vérifier si les symptômes sont toujours présents. Ils sont aussi dans le long terme, est-ce qu'il y a un profil de TDAH? Parce que les TDAH, en plus, je peux ce que vont faire entre le sang, parce que la fatigue. Oui, on sait qu'il y a. Ils sont vieillis. Alors, ils sont vieillis, c'est pas forcément, je sais pas ce que vous avez dit, mais on a le risque, c'est un risque cumulatif en fait. Effectivement, il peut y avoir, en tout cas, à partir d'un certain âge, moins de capacité de compenser, parce qu'il y a des choses qui font, je sais pas, avec l'âge, il y a des choses qui
a moins de marge de manœuvre. Hein. Bon, ça peut être la fatigue, ça peut être le facteur, mais effectivement, c'est un petit peu mieux pour de l'habitude. Et plus on avance, et peut-être plus on attend le fait qu'il y ait un. Si on n'a pas identifié un tirage, on fonctionne un peu à l'arrache selon son parcours, on a plus de chance avec 40, 50 ans. Et parfois, ce tirage, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Hein. Enfin, les événements de vie, ça peut être aussi, je ne sais pas, à la trentaine, d'avoir des enfants, il faut gérer. Enfin, les facteurs qui ne sont pas forcément liés au vieillissement en tant que tel, mais c'est parce que la vie fait qu'on a de plus en plus on a plus de choses à faire aussi avec et aussi le VIH parfois s'associe à d'autres facteurs de vieillissement qui a été accéléré aussi, hein, et parfois des patients qui ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils faisaient avant, tout simplement parce que ils ont moins de marge de manœuvre. Hein. On sait que attention, une concentration du moins bonne à partir d'un certain âge, hein. C'est normal. Mais associé à l'image, ça peut. J'aurais tendance pas tellement à entretenir la mémoire, parce que je ne sais pas très bien si ça aide, mais entretenir sa santé mentale. C'est ça. Donc, ça fait différentes choses, avoir des techniques régulières comme la méditation pleine conscience, apprendre à observer ses propres limites, construire des relations solides. Oui, on peut le dire comme ça. Et donc, prendre soin de sa santé mentale. C'est comme, voilà, quand on a, je sais pas, on a tendance à, je sais pas, tendance familiale à avoir une hypercholestérolémie, ben, on fait attention à tout moment. On peut dire, on fait attention à comment je fonctionne. Je fais attention à ces choses en même temps. Je mets je fais attention à l'impact qu'a les réseaux sociaux sur mes relations. Hein, je fais attention, enfin, voilà, avoir une vie familiale satisfaisante. Je prends du temps spécifiquement avec mes enfants, je ne sais pas, toutes des choses comme ça. Enfin, je veux pas des exemples comme ça, mais c'est que des choses qui sont des conseils de bien-être, mais c'est peut-être des temps plus importants. Donc, prévention. Dans ton ouvrage, je pense que par des personnes adultes qui viennent consulter pour suspicion des démence à partir de 50 ans, sur le stade de compensatoire. C'est ça, oui. C'est le diagnostic des oublis. Alors, 50 ans, c'est peut-être un peu tôt, mais 60 ans, les gens qui font une consultation pour la déficience de mémoire, qui ont peur d'avoir l'Alzheimer, et en fait, c'est vraiment une tâche chronicité, mais qui peut être manifestée par une impression de plus moi, je parle des gens qui consultent en mémoire, en général. En fait, c'est dire le troisième an, en tout cas, à 35 ans, et à un moment donné, j'avais une tablette, et je l'ai cherchée, les marois, et puis bref, dans un sac de vieux, et la trouvais pas, quoi. Et je suis allée jusqu'à penser qu'elle était comme volée, après avoir retourné dans ma chambre. Elle m'a vu directeur de l'hôpital, des caméras, etc. Et jusqu'à aller porter plainte, le lendemain, la gendarmerie, proche. Et le lendemain matin, me réveiller et me dire, je sais où elle est. Et en fait, je l'avais remis dans mon véhicule avec mon sac en disant, j'ai plus de chance de faire des sacs que de prendre la voiture. J'ai mis dans la boîte à gants, qui était une place inhabituelle. Et d'avoir un flash. Le fait d'avoir un flash montre que ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Oui, la personne qui a une maladie d'Alzheimer n'aurait jamais eu de flash. C'est que quand on a une maladie d'Alzheimer, on prend plus d'informations. Elles n'ont jamais été inscrites. Et c'est ça qui fait la différence. En tout cas, c'est bon d'avoir porté le temps. Bien sûr. Parce qu'on va passer. Comment dire bien sûr. Voilà. Oui, évidemment, le stress. Et alors, ça, c'est un point important que vous dites, hein, et c'est très juste, hein, c'est que le stress cumulé est toxique. On sait que c'est toxique et on a beaucoup de données sur la dépression, que le stress cumulé favorise les dépressions. Et c'est pour ça que des personnes qui ont vécu dans l'adversité pendant longtemps, en fait, elles ont une espèce de système de stress direct qui favorise la dépression. Et ça, c'est vraiment les personnes qui lâchent, qui disent ça. Voilà, de tout le temps avoir besoin d'être en urgence pour pouvoir fonctionner, donc ça fait une espèce de toxicité du stress qui augmente les dépressions. Et le fait d'oublier toujours les choses,
Ça, comme ça, c'est peut-être juste le VIH. Hein, C'est d'accord. Ah oui, moi, je dis, même si les gens ne pas, je pars, c'est un problème. Je dis avec la roue, je dis avec la roue. Alors ça, peut-être que vous avez... Alors, c'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui, mais il y a plein de stratégies qui peuvent être proposées. Et vous trouverez des gens qui vous donneront de bons conseils pour partir de façon efficace le matin. C'est que dans ces batailles, Ah, parfois, il faut avoir des stratégies un peu plus performantes. Ok, on va peut-être avancer parce que ça en train de dans le sujet. Donc, faire avec, encore une fois, on peut traiter une dépression, on a un TDAH, il faut traiter la dépression si elle est associée. Et là aussi, parfois, il faut accepter de consulter et éventuellement prendre un traitement aussi. Parce que sinon, quand on traite un TDAH chez une personne déprimée, on ne l'aide pas. Parce que une personne qui n'a pas la motivation, qui n'a pas l'énergie à cause de la dépression, elle va procrastiner tout le temps, va pas avoir plus de facilité à consulter, elle va à mémoriser les choses, elle va penser, elle n'aura pas de capacité à tirer profit des soins pour le TDAH. Et surtout, elle va se concentrer sur ce qui ne va pas. Et ça, c'est particulièrement délétère. C'est pour ça que même que dans les formes de dépression sévère, on ne commence pas le traitement tout de suite parce qu'on va se concentrer juste sur ce qui est la rumination. C'est vraiment important d'envisager de traiter les dépressions. Moi, j'ai un gros problème avec le traitement de la dépression, c'est-à-dire, et moi, c'est ce que je ressens en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir que nous, on fait du coup avec tout chimique, les médicaments, même des parties, on n'associe pas plusieurs choses. En fait, moi je n'aime pas dire médicaments versus autre chose, parce que c'est des outils différents. Après, ça dépend des outils qui sont disponibles. Hein. Il faut parfois être aussi. On a dire qu'on pose des questions sur les médicaments, mais parfois il faut, parce que c'est l'outil le plus utile, le plus rapide. Parfois, ce n'est pas nécessaire, mais ça veut dire qu'il y a des traitements thérapeutiques qui sont des psychothérapies qui sont efficaces, parce que les psychothérapies ne sont pas efficaces. Donc, c'est important de choisir des choses qui sont efficaces plutôt que de distinguer chimique, pas chimique. Enfin, typiquement, moi, je ne vais pas rentrer dans une discussion, mais les plantes, c'est chimique. Voilà, mais le traitement par les plantes, comme on fait sur la dépression, c'est juste la même action, le même type de molécule, c'est pareil, hein. C'est le même mécanisme dans le cerveau, qu'un antidépresseur. Sauf que ça, beaucoup plus d'effets secondaires, beaucoup plus d'interaction avec d'autres médicaments. Sauf qu'on utilise des microdoses, des petites doses, donc on limite les effets secondaires et les interactions. Mais c'est purement chimique. Donc voilà, c'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas penser les choses avec des espèces de vision chimique, naturelle, pas naturelle, parce que c'est souvent un peu faux. On utilise des médicaments parce que ça ressemble à des produits qui sont naturellement produits dans le corps. On court-circuite des circuits chimiques naturels. Le nom, je sais que l'aspect droit, en fait, c'est un truc qui est dans le corps, on va oui, voilà, donc, mais voilà, les changements naturels, pas naturels, si on prend des plantes, c'est chimique aussi. Mais moi, c'était pas pratique. Je ne disais pas des orientations, des choses à faire. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que je disais dans l'hygiène, la prévention, l'hygiène mentale, la prévention et les soins pour sa santé mentale préventive sont hyper importants. Dès qu'on a une dépression, quand on dit faites de la relaxation, ça marche pas. Non, parce que c'est tout. Oui, c'est pour ça que parfois il faut traiter la dépression avant et ensuite garder ensuite des stratégies de prévention d'avance. Ok, on va continuer parce que une liste incroyable encore. Alors, le trouble bipolaire et la cyclothymie. Alors, le trouble bipolaire, est-ce que souvent c'est des mots qui sont un peu mal compris. Alors, trouble bipolaire, quand on dit à un collègue de travail, ouais, t'es un bipolaire, en fait, c'est souvent pas ça. Souvent, c'est un peu de la cyclothymie. Le trouble bipolaire, c'est avoir des phases de dépression, des phases d'excitation, et qui durent plusieurs semaines, enfin, plusieurs jours à plusieurs semaines, de façon continue. Hein, est-ce que les changements d'humeur d'un jour à l'autre, ça c'est différent. C'est ce qu'on appelle la cyclothymie. Je peux distinguer un peu les choses. Et la cyclothymie, ça dans les formes modérées, c'est normal. Les gens qui sont des inactifs, et
c'est extrêmement problématique quand on a une souffrance, mais bon, les gens. Mais on sait que c'est plus présent chez les personnes avec TDAH pour une raison qui est probablement un tempérament qui est commun, il y a des facteurs biologiques, mais aussi parce qu'on repère chez les personnes TDAH une difficulté à avoir une stabilité dans la motivation, dans la, comme on a une instabilité dans l'attention, on ne sait pas, une instabilité dans la motivation. Et donc, on a des personnes qui disent, évidemment, je suis vraiment off, le matin, j'arrive pas, et après, je suis en forme, et après, j'arrive plus. Donc, ça, ça peut vraiment être un symptôme très, très, très ancré avec le TDAH. Ça, c'est plutôt quelque chose de psychologique. Alors, on dit un tempérament, quelque chose de façon dont on est, hein, c'est pas pathologique. Le trouble cyclotimique, c'est un tempérament qui est extrême, qui est gênant. Et donc, le trouble bipolaire, c'est donc autre chose. Hein. Et donc, encore une fois, c'est une conséquence du TDAH, pas vraiment, parce que le trouble bipolaire, c'est quelque chose qui est très biologiquement déterminé, mais c'est aussi quelque chose qui est déclenché, en tout cas, qui est sensible à l'accumulation du stress de la vie, c'est pas au sens très large. Et donc, on a évidemment les personnes qui ont un terrain bipolaire, dans la famille, qui ont un trouble bipolaire, ou facilement une humeur qui est fluctuante. Et en fait, le trouble bipolaire, on parle de trouble bipolaire une fois que c'est déclenché. Et ce qui est caractéristique du trouble bipolaire, c'est qu'une fois que ça a été lancé, c'est une espèce de truc qui se répète comme pour les dépressions, mais une cicatrice dépressive. Et par les gens qui ont un risque bipolaire, et donc une fois qu'on a fait un épisode, je me sentais un deuxième, et c'est un truc qui évolue pour son propre compte. Donc, le TDAH peut être une des raisons d'avoir un bipolaire dans le sens où ça peut augmenter le niveau de stress, et ça peut déclencher un épisode. Bien, ça peut aussi conduire à des événements de vie, qui sont des facteurs déclencheurs qui viendraient après, notamment la chronique. Donc, quand un masque, dans quel cas le trouble bipolaire peut cacher le TDAH, ça c'est quelque chose de fort. Moi, je me suis intéressé au TDAH d'abord parce que ça m'intéresse au trouble bipolaire. Là, ils m'ont rendu compte que l'impression que ça ressemblait un peu à un trouble bipolaire, mais c'est pas ça. Et moi, j'ai jamais appris sur le TDAH, j'ai quelques idées, je crois, c'est passé pendant l'enfance, mais j'étais adulte, j'ai pas tellement d'émotions, ils m'en parlaient vraiment pas du tout à l'époque. Et donc, du coup, beaucoup de personnes venaient en pensant qu'ils ont un trouble bipolaire. En fait, non, vous avez quelque chose qui était persistant. Vous avez parfois une cyclothymie, un tempérament assez fluctuant, mais au fond, c'est vraiment cette hyperactivité, ce côté zébulon, vous avez tout le temps, les patients disent, ah oui, ça ressemble à un état maniaque. Non, mais c'est pas comme ça, en fait. Ok, non, c'est déjà pas. Le trouble bipolaire commence en général plutôt aussi à partir d'un certain âge, hein, l'adolescence, l'âge adulte. Donc la fausse piste, c'est difficile à dire, c'est une fausse piste, on se trouve, ok, on pensait que c'était on pensait un TDAH, en fait c'est un trouble bipolaire. Le problème, c'est surtout pas considérer les deux. Hein, et quand on a un TDAH, il ne faut pas nous oublier qu'il peut y avoir aussi un trouble bipolaire associé. C'est parfois ça. Humblement, je peux dire que je me suis déjà parfois trompé, je suis quelqu'un qui m'a un TDAH hyper clair, tout ça, et en fait, on se rendait compte quand même qu'il y a des gens vraiment plus hyperactifs, plus des moments où il était complètement désorganisé, avec vraiment des besoins de sommeil, et ça se fait pas aux yeux, parce que c'est un peu quelque chose qui fonctionnait tout le temps, je ne peux pas hésiter à réfléchir, reconsidérer ce qu'on pensait, et ça, par contre, on peut repérer un peu bipolaire après coup, même quand on pensait que la plupart des choses étaient expliquées par le TDAH. Le trouble bipolaire, je ne vois pas comme ça, hein. Il faut se voir dans le temps. Autant le TDAH, on peut observer les symptômes d'un jour à l'autre, tout le monde l'a vu. Autant le trouble bipolaire, il faut attendre qu'il y ait un épisode qui survienne, et si on rencontre la personne, s'il n'arrive pas à avoir accès aux ce qui s'est passé exactement, cette personne n'arrive pas à raconter, parce qu'elle est un peu timide, ou qu'elle n'a pas envie d'en raconter, d'en parler, ou bien parce qu'on ne pose pas les bonnes questions, et bien tout simplement, on peut passer à côté. Ouais, parfois il y a des formes où ça commence très tôt, et ça peut parfois, les personnes peuvent avoir du mal à dire, ok, il y a des choses qui se passent, qui nous changent par rapport au fonctionnement individuel, et du coup ça peut masquer des choses. Hein. Quand on pense qu'on a toujours été comme ça, que c'est normal, c'est parfois difficile de distinguer les différentes phases. Et donc, faire avec, le message principal que je vais donner, c'est que quand on a un trouble bipolaire, on peut soutenir l'IDH. Il ne faut pas hésiter, notamment quand une personne a un trouble bipolaire est soignée mais qui a encore des difficultés, notamment d'attention, des problèmes
pour la motivation, pour l'impulsivité en dehors des phases aiguës pour vraiment se poser la question et pour ne pas hésiter à envisager un traitement TDAH. On sait que le traitement TDAH peut être un traitement bipolaire, à condition d'avoir bien soigné le bipolaire par ailleurs. C'est le message que je voulais faire passer pour le tour. Ensuite, alors, le chapitre suivant, c'est tout ce qui est les problématiques de régulation des émotions, certainement des choses qui sont vraiment intrinsèques au TDAH, hein, mais les formes les plus sévères, évidemment, tous ces troubles de la personnalité que j'ai listés en dessous, sont ce qu'on appelle le cluster B, donc en permanent en psychiatre, c'est des classes en partie, c'est des troubles de la personnalité qui sont vraiment marqués par une instabilité des émotions et des relations. C'est pas que des émotions. Donc, au premier plan, et je m'insiste surtout sur le trouble de la personnalité borderline, qui est finalement le plus pertinent et le plus fréquent dans les patients qu'on rencontre. Le trouble de la personnalité borderline, c'est un mot très laid et très mal choisi, mais c'est un peu lié à l'histoire des troubles borderline, parce que on ne sait pas si c'est des gens qui ont des psychoses ou des névroses, on sait que cette classification distinguant psychose, névrose et vraiment FI, et ils sont un peu à la limite, borderline. En langage courant même, mais pas forcément dans le bon sens. Donc, qu'est-ce que c'est le trouble de personnalité borderline? C'est un problème de régulation des émotions, certes, mais aussi de régulation des relations, de l'image de soi, et aussi de l'impulsivité. Alors, vous voyez déjà qu'il y a deux trucs qui sont très liés, l'impulsivité et les émotions. En fait, pour vous donner une image un peu simple de ce trouble de la personnalité, c'est des personnes qui ont un tempérament plus particulier, il y a plein de choses, par exemple, et qui, au cours de leur vie, n'ont pas l'occasion d'apprendre à faire avec ce tempérament. Imaginez, vous avez une grosse moto, avec des moteurs super puissants, qui accélèrent très fort et qui tient pas trop la route. Et ben, on vous fait ça, vous pouvez. Et donc, imaginez, vous avez cette moto qui est très, très difficile à conduire. En fait, personne ne vous explique. De vrai qu'à faire rouler avec, je vois bien, moi, une moto, je roule normalement. Un effort, des beaux toits. Et en fait, la personne se dit, bah, oui, moi, j'arrive pas à rouler, donc en pratique, ce qui va se passer, elle va se passer à chaque virage, elle va s'énerver parfois, elle va taper dedans, elle va commencer à faire des crises en disant, ouais, c'est une moto de merde, voilà. Alors que si on lui explique, écoute, t'as une moto un peu particulière, tu accélères doucement, tu dans le virage, c'est comme ci, comme ça se passe ça, mais bon mieux. Et c'est pareil pour la personnalité borderline. Même qu'un tempérament, avec des émotions qui vont vite, qui sont très vite, très touchées quand il y a quelque chose de négatif qui arrive. Oui, ouais, c'est bon, on ne sait pas faire ta chuchote. Hein. Bah, il va lui dire, bah, c'est moi qui suis là, je viens, ça va faire des crises, je vais taper la moto, elle va commencer à s'occuper. C'est un peu ça ce qui se passe dans un coup de la tête. Une forme d'inadéquation entre l'environnement et le tempérament. Vous savez, de façon différente. Et en fonction de cette particularité de tempérament, de façon plus schématique, quand on a son tempérament sensible avec une forme d'émotion qui peut venir très fort, ou bien une forme de sensibilité, le fait d'être laissé seul, ou bien on a besoin d'être rassuré souvent, ça développe plutôt des troubles de la personnalité borderline. Quand on est plutôt quelqu'un d'un peu froid, un peu colérique, ou avec une difficulté dans l'empathie, et ben, si ces mauvaises interactions se font, ben, ça développe une forme d'insensibilité plus marquée pour les autres, et donc la personnalité antisociale. Et quand c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de reconnaissance, parce que c'est comme ça qu'il est dans son tempérament, et qu'on soit on en met trop ou pas assez, enfin, en gros, ça développe tout ce qu'on appelle la personnalité narcissique. Des gens qui ont besoin de reconnaissance importante des autres et qui ont tendance à écraser les autres pour justement avoir cette capacité de reconnaissance suffisante de soi à la hauteur de ce qui est attendu. Donc voilà, c'est des troubles de personnalité. Alors, souvent, le trouble de personnalité, c'est un peu perçu un peu comme une insulte. Hein, et, voilà, une espèce d'antisocial, une espèce de narcissique, voilà, espèce de parano.
C'est plus de la personnalité, tout ça. Et en fait, c'est bien une forme de moralisation de quelque chose qui est une construction dans le développement en fait, de la personnalité, dans le développement psycho-affectif. Et souvent, ça se manifeste en premier lieu dans les relations interpersonnelles. Et c'est pour ça que c'est parfois compliqué aussi à gérer et à soigner, parce que ça soigne par les psychothérapeutes. Donc les conséquences, là, j'ai déjà expliqué, en fait, pourquoi le TDAH augmente le risque de troubles de la personnalité. Non, parce que c'est un tempérament particulier, uniquement par une impulsivité, par une sensibilité particulière à la récompense. La récompense qui n'est pas forcément le bonbon qu'on a bien décidé de voir, c'est aussi la récompense interpersonnelle. Donc le sentiment d'abandon, de ne pas être écouté, tout en plus aversif chez quelqu'un. Première raison. Deuxième raison, c'est que quand on a un TDAH, on a plus de chances de se prendre une baigne. Parce qu'on énerve les adultes, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on est trop lent, etc. Et donc, ça expose au risque d'événements de vie adversifs qui sont des gros facteurs de risque de développement de la personnalité. Et alors, d'en mettre aussi, effectivement, alors, c'est des copains, on peut payer ses copains parce qu'on est impulsif, du coup, on peut facilement rejeter, etc. Mais si on a un papa qui est TDAH, qui s'énerve très vite, et ben, on a plus de chance de recevoir. Enfin, vous voyez, donc c'est des choses qui sont très impliquées et qui peuvent être expliquées pourquoi beaucoup de personnes avec un trouble borderline, en fait, ont un TDAH. Les patients qu'on suit, enfin, les personnes qui borderline, c'est pas qu'on pense plus, parce que ce sont des dépressions, des comportements suicidaires ou des mutilations, sous soin. Les personnes antisociales, malheureusement, ils vont souvent en prison, mais on sait que c'est la même chose. Et en fait, on pense qu'il y a un tiers des personnes qui ont un TDAH. Et très peu qui sont diagnostiqués. Une question. C'est le TDAH. Alors, si on se résumait le TDAH en train de ses troubles, c'est que je n'aurais pas bien expliqué les choses, c'est que c'est un des facteurs qui peut jouer. Mais voilà, mais effectivement, c'est dans ce sens-là. Le trouble est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de développement de la personnalité. Bon, ça se manifeste de façon stable à partir de l'adolescence. Ces troubles-là, on les diagnostique à partir de l'adolescence. L'adolescence. On sait que quand on a des... Pour les enfants. Alors, non, pas pour les enfants, parce que les choses sont très variables. Mais par contre, on sait que si à 15 ans, il y a déjà des symptômes très clairs de la personnalité borderline, on a toutes les chances d'avoir, si on ne fait pas ce qu'il faut à ce moment-là, la personnalité un peu plus tard. Alors, ce qui est vachement important à savoir, c'est que si on a toute la personnalité borderline, il ne va pas rester trouble toujours, et on a comme une grande proportion des gens qui s'améliorent. Hein, soit parce qu'ils ont une bonne thérapie, soit parce qu'ils ont des expériences de vie favorables, ils arrivent à trouver un milieu qui les amène. Et donc, on sait que la plupart garderont un profil particulier. Et alors, c'est toujours le problème de parler de troubles versus pas troubles. Hein, c'est une limite très franche, hein, mais ils arrivent à fonctionner avec comme ils sont. Là, en grosso modo, ils vont quand même donner des bosses dessus, ils ont bien cabosser, ils ont défoncé deux, trois bordures et voilà. Mais malgré les rayures, ils gardent leur vie. Ouais, c'est apprivoisé. C'est une forme d'apprivoisement. C'est comme pour le TDAH. Sauf que le TDAH est beaucoup plus lié à un fonctionnement cognitif particulier qu'on a acquiert depuis l'enfance. Et on sait bien qu'on peut le moduler d'une façon ou d'une autre avec l'environnement, notamment par ce biais du développement compétence. Alors, personnalité caméléon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, ça, c'est pas spécifique du TDAH, j'aurais tendance à dire. C'est une façon de cacher le TDAH, d'avoir une personnalité où on arrive à rentrer un peu dans. Vous savez, ça dépend de différents facteurs. Ça peut être une qualité, effectivement. Ça peut être parfois une forme d'évitement, voilà. Parce que parfois, on n'arrive pas. On a toujours eu peur de ne pas être à sa bonne place, et du coup, on dit toujours dire qu'on a besoin, et du coup, ça peut être des conséquences plus tard. Mais ça peut être aussi une forme de difficulté de personnalité que je n'ai pas particulièrement développée ici. Donc, moi, par rapport à l'évolution des personnalités antisociales, parce que le point de vue des plus en charge avec les enfants, on a beaucoup qui spontanément qui développent une froideur
valeur, et Exactement. celle de Paul est que dans l'inaccessible, on construit sur une identité que dans toute façon dépend de discuter, c'est tout de suite on attaque, et en fait, il y a vraiment une structure où, parce que là, quand on était sur le TDAH en Belgique, il y a des modèles sur ces choses-là, et en fait, souvent, il n'était pas forcément intervenu sur la personnalité antisociale, mais là, il y a tout un risque que ça cristallise. Exactement. Donc, alors, chez l'enfant, on ne parle pas de personnalité antisociale, parce que c'est vraiment défini par le fait d'avoir des comportements. Donc, on peut déjà avoir des prémices, parfois chez certains enfants. Et effectivement, c'est plutôt des froideurs, peu d'empathie. Exactement. En fait, ce sont des enfants qui ont déjà peu de compétences à ce niveau-là. Parfois, comme ils vont identifier qu'il n'y a pas autre chose, mais ils ont peu de compétences à ce niveau-là, mais ils ont aussi peu de compétences à jamais pousser. Et affiné, parce qu'il n'a pas eu de intervention spécifique, il n'a pas eu le terreau nécessaire pour ça. Donc, c'est important d'essayer d'aider ces enfants à ce niveau-là. Alors, voilà, je pense que c'est pas chez les enfants, mais souvent, si on n'y prête pas attention, s'ils n'aident pas, parfois, il faut utiliser des mots très détournés. Voilà. Est-ce que la lexicimie peut rentrer dans le... Lexicimie, ça veut dire, c'est un terme savant qui veut dire pas repérer ses propres émotions. Ça peut, en fait, si on a peu du mal à repérer ses propres émotions, on a aussi du mal à repérer les autres. Donc, ça peut être une des stratégies. Et ce qui est le plus difficile, je pense, c'est chez les ados, les grands enfants, on a acquis cette forme de froideur, ils ne veulent pas rien, ils ne veulent pas de mouvement de la part de l'enfant. Pour la famille, Il y a pas l'affect, il n'y a pas le lien émotionnel et la conséquence, il n'y a même pas l'intérêt social, des choses, il y a donc c'est pour ça que parfois il faut des voix très détournées et il faut finir avec ce que les jeunes aiment bien. Et parfois c'est une vidéo, il faut rentrer par ce biais-là. Et donc voilà, les psychologues et aussi savent un peu ça, et c'est pas toujours facile. Mais c'est aussi vrai pour les parents, c'est-à-dire que si vous avez tout s'intéresser à ce que, enfin, pour faire avec, il faut prendre les chemins qui sont déjà empruntés par l'enfant. C'est pour ça que je trouve que par rapport à pour le vendredi, je pense que le bâtiment a les ressources pour évoluer. Le niveau antisocial, c'est vraiment un système qu'il faut accompagner. C'est souvent les cercles vicieux qui se mettent en place, hein, parce qu'un enfant qui a peu de compétences sociales va se rejeter, va encore moins apprendre, et voilà. Et on ne pourra pas vraiment sensibiliser à le lien, en fait, de motivation relationnelle. On peut l'outil qu'on utilise en thérapie. Quand il n'y en a pas, il faut être en. Ok, j'avance et il va falloir que on passe pas trop long. Donc les traumas, c'est un peu la même histoire. Hein. Donc on sait que les enfants TDAH ont plus de chances d'avoir des expériences négatives parce qu'ils sont parfois aussi plus impulsifs. Donc ça augmente aussi le risque d'avoir des situations traumatiques. Et le fait d'avoir des difficultés, on sait que chez des personnes qui ont la personnalité type borderline, vont aussi à se protéger contre les situations dangereuses. Dangereuses parce que prise de risque, les dommages de partout, etc. Mais aussi dangereuses dans les situations relationnelles. On a une image de soi négative quand on pense qu'on ne fait pas grand-chose, ben on va accepter des choses qu'on ne va pas accepter dans les relations conjugales. Donc il y a plus de chances d'avoir une exposition des situations. Je voulais prendre un peu de temps quand même pour la question des addictions. Voilà, parce que effectivement, il y a la question de la conséquence. Alors, je ne sais pas très bien, en fait, quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes développent plus d'addictions, mais il y a certainement plusieurs. C'est souvent un peu simple de dire que c'est ça la raison. Première chose, c'est l'impulsivité et la recherche de sensations. Ça paraît assez évident. Deuxième chose, il ne faut pas négliger, c'est les recherches de solutions. Le cannabis comme traitement de l'agitation, traitement du sommeil. Ça, c'est un truc qui est moins très fréquent. Aujourd'hui, ça dépend de l'accès au bon produit, mais il y a 50 ans, 30 ans, c'est l'alcool qui est ce là. Donc, recherche d'impulsivité en termes de sensation, peu de conscience du risque aussi, donc il y a vraiment une sensibilité. La recherche de solutions, c'est pas forcément très positive, parce qu'elle pense que c'est solutions à long terme.
Donc, le point qu'il ne faut pas négliger, c'est les conséquences tout simplement sociologiques du TDAH. Le fait de rater l'école augmente le risque de rencontrer des gens qui vont exposer à la consommation de toxiques. Ça sera complètement indépendant du TDAH en lui-même. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, par exemple, on se pose la question si est-ce que traiter les enfants qui ont un TDAH augmente leur risque d'avoir des évolutions plus tard. Il y a crainte de donner un traitement qui a un effet qui ressemble à ce qu'ils ont de famille, mais ce n'est pas vraiment le même. Est-ce que ça peut augmenter la risque? Donc, non, les études sont toutes d'accord pour dire, OK, non, ça augmente la risque. Même certaines disent, ouais, ça diminue. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est des études qui disent que ça diminue. En regardant pourquoi ça diminue, en fait, ça n'a rien à voir avec le TDAH. C'est juste que les enfants réussissent mieux, ils sont moins déscolarisés, c'est une différence logique. C'est ça la réponse. Enfin, ça simplifie un peu, mais c'est vraiment ça. Donc, les fausses pistes, c'est que parfois pas négliger l'effet dans les consommations régulières, chroniques, sur les problématiques d'attention, de concentration, de motivation. Et je pense notamment au cannabis, hein, qui est quand même un produit qui peut avoir, pour la personne, nous sont certains symptômes, et qui peut aussi générer en soi des symptômes, évidemment sur le plan motivationnel. C'est le cannabis, après les premières euphories, mais la consommation régulière entraîne une forme d'apathie, de manque de motivation, de procrastination, manque d'intérêt, manque de concentration. Ça peut être vraiment parfois des choses qui peuvent expliquer les symptômes qui ressemblent à un TDAH, notamment chez les jeunes adultes. La symptomatologie pendant l'enfance n'est pas hyper claire, donc c'est quand même souvent le cas. Donc, faire avec, c'est pour les addictions et voilà. On peut pas c'est toujours que la grande question, c'est déjà se rendre compte du problème et avoir la force d'aller contre ces problèmes. Ce sont des étapes qu'il ne faut pas brûler. Hein, si on a la prise de conscience, on doit passer par là et trouver la motivation de les dépasser. Donc, vraiment, en charge Addicto qui se base sur une stratégie. Ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, c'est vraiment apprendre à repérer quels sont ces propres leviers qui vont nous aider à faire ce qu'il faut pour retrouver des consommations. C'est vraiment quelque chose d'important. Mais encore une fois, si le TDAH est encore un des éléments de l'ouvrage, ne pas hésiter. Je fais un petit rapide détour vers les comportements alimentaires, les conduites alimentaires, et en soulignant surtout que l'hyperphagie, la boulimie sont souvent des stratégies d'autorégulation, la concentration, on retrouve maintenant, quand on regarde dans les populations, ces symptômes-là sont importants, notamment les consultations, pré-chirurgie bariatrique ou la chirurgie de l'obésité. On retrouve une prévalence extrêmement importante de TDAH, de 50% probablement. Parce qu'en fait, avoir ce comportement de grignotage est une façon un peu compensatrice pour gérer cette difficulté à garder cette attention stable. Donc ça s'en retrouve très fréquemment. Et on sait aussi que la boulimie est très associée à la société borderline, et donc voilà, donc ça fait partie des circuits qui sont comme ça. L'anorexie. Alors l'anorexie, non, justement, c'est moins clair. L'anorexie, c'est un peu le profil complètement inverse du TDAH. Hein, les anorexiques sont les jeunes femmes anorexiques, alors souvent un profil préexistant, un peu qui les prédispose, mais développent de façon considérable un profil non TDAH. En fait, on pense souvent que les jeunes filles anorexiques sont des excellentes élèves, particulièrement brillantes à l'école. En fait, elles sont pas plus intelligentes que les autres, elles sont juste hyper adaptées à la scolarité. L'inverse du TDAH. Elles planifient, elles sont hyper sensibles à la récompense à long terme. Elles sont capables de ne pas manger juste pour avoir une image de leur corps. Ça, donc, c'est un peu l'anorexie, comme l'addiction, oui, je ne sais pas ce que c'est du truc, mais voilà, c'est vraiment un profil inverse. On n'a pas vraiment une combinaison de TDAH chez les personnes anorexiques. D'ailleurs, il faut se rappeler aussi que le méthylphénidate ne fait pas maigrir, hein, si jamais ça venu à l'esprit de quelqu'un, parce que dès qu'on a le fin de l'effet, on a une faim, on pense. Ça peut, par contre, aider à gérer l'hyperphagie qu'on a dans la journée, limiter ce comportement alimentaire et directement avoir un effet sur le poids, mais pas autrement. Voilà, je ne vais pas détailler plus, mais c'est un peu
comportement alimentaire. Encore une fois, je vais aussi assez vite sur les troubles neurodéveloppementaux. Alors, je ne vais pas parler de troubles 10 parce que même c'est hyper important chez les enfants et parfois on peut avoir des confusions, des parenthèses chez l'adulte. Mais chez l'autisme, hein, c'est vraiment une situation hyper fréquente. Hein. On considère aujourd'hui qu'il y a un tiers des adultes autistes, voire la moitié, qui ont des symptômes de TDAH. Des relations encore assez complexes, pas très bien comprises. Parfois, le diagnostic n'est pas tout simple. Et surtout, la distinction entre l'autisme neurodéveloppemental et ce qui est difficulté de compréhension des relations interpersonnelles à cause du TDAH. Hein, et parfois, on a des choses qui sont un peu chevauchantes, pas trop faciles. Ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes autistes consultent volontairement, passent parfois plus de temps à regarder se passe plus de temps à chercher des réponses, à leur discuter sur Internet. Et parfois, il peut y avoir une forme de focalisation sur un des aspects seulement, notamment le problème attentionnel. Il ne faut pas hésiter non plus à se poser la question quand il y a beaucoup de problématiques associées. S'il n'y a pas aussi un autisme associé quand on a une question sur un patient qui vient consulter pour un TDAH. Donc, on en voit absolument de plus en plus parce qu'aujourd'hui, on a quand même une attention ouverte à ce type de problématique. Voilà, mais on sait que c'est assez fréquemment associé. J'avance rapidement. Alors, le sommeil, je pense que vous aurez d'autres choses aujourd'hui. Je ne vais pas détailler, mais rappelez-vous, c'est aussi un facteur important de santé mentale, hein, la qualité du sommeil. Vous avez une intervention qui est prévue cet après-midi là-dessus. Donc, elle est annulée. Oh, bon, ah bon, après, ça sera l'année prochaine. C'est ça. Voilà. Ok. Voilà, mais n'oubliez pas, prendre soin de ces rythmes. Une grande difficulté il y a une instabilité des rythmes circadiens, beaucoup plus apnées du sommeil, des attentes sans repos qui peuvent avoir un impact sur la qualité du sommeil. Apparemment, il y a des études qui disent qu'on dort moins qu'avant et qu'à 40, on fait plein de choses. Exactement. Donc, on est souvent dans des situations de privation de sommeil chronique qui ont un impact négatif sur l'attention. Ça ne fait pas toujours un TDAH en tant que tel, mais c'est une espèce de petite brique qu'on rajoute à plein d'autres choses et qui pourrait aussi expliquer pourquoi les gens sont en souffrance avec des symptômes de TDAH. Ça peut être une explication. Le manque de plein de d'explications sociologiques qui pourraient être entrevues aussi. Mais effectivement, on a moins de sommeil aujourd'hui et un sommeil de moins bonne qualité. Mais le TDAH, il a vraiment besoin d'être organisé, structuré pour s'assurer et le sommeil aussi plus que les autres. Je pense qu'une personne avec le TDAH doit être plus attentive. Hein. Comme quelqu'un qui aurait une hypertension artérielle, ne peut pas se permettre finalement. Quoi? Il faut qu'il fasse un peu plus attention, il faut avoir une vie tout à fait normale, peut-être que le TDAH peut avoir une vie tout à fait normale, mais je pense qu'il y a lieu de faire un peu plus attention à son sommeil. Juste une question sur le sommeil. S'il s'agit de personnes qui ont facilement le TDAH, renier ou être permanence fatiguée. Par contre, j'ai du mal à comprendre que la qualité du sommeil, c'est personnel. Beaucoup de personnes TDAH. Après coup, j'ai écouté avec la vie. C'est très fréquent en fait, on ne sait pas très bien pourquoi, mais on a des chiffres vraiment élevés, hein, un quart, alors que dans l'application générale, c'est loin d'être rare, hein, mais dès qu'on a des TDAH et qu'on a très peu de difficultés de sommeil, il ne faut pas hésiter à consulter et faire un bilan pour voir si ça a parce qu'elles sont souvent très présentes. Et on ne sait pas très bien pourquoi. Parce que pour ces apnées centrales, on va dire un mot de mon cerveau, ça peut avoir un lien biologiquement, mais pour l'apnée, on va dire, constructive, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est une sorte de relâchement physique. Je ne saurais pas le dire, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Ça me questionne toujours. On a vraiment des prévalences bien plus élevées que dans la population générale, je ne sais pas très bien pourquoi. Et c'est pas des TDAH qui Non. Si c'est une apnée, si c'est des symptômes de TDAH liés à l'apnée du sommeil, c'est pas un TDAH. C'est les apnées du sommeil, il faut traiter les apnées du sommeil. Après, on peut se dire que les personnes qui ont un profil de TDAH sont beaucoup plus sensibles cognitivement à la privation de sommeil et à des apnées plus légères. Ça peut être ça aussi, dans la réflexion, mais quand on a juste des symptômes de type TDAH à cause des apnées, c'est pas le TDAH. Si on traite des apnées, c'est pas ça. le groupe de cadran qu'on peut gérer pendant des années sans s'en rendre compte, ça peut générer une
Non, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Les rythmes circadiens, c'est le fait de ne pas réussir à avoir des horaires de sommeil. Et du coup, souvent, quand on n'a pas trop du soir, en fait, et en fait, on fait ce qu'on appelle un jet lag social, c'est que on est du soir et on doit se lever tous les matins parce que c'est l'heure du boulot, l'heure de je sais pas quoi. Et du coup, on se prive de sommeil à cause de ça. Ça fait une privation chronique. Alors, je voulais pas. Je vais m'arrêter là sur les différentes comorbidités parce que c'est encore face à des questions, il y en aura peut-être plus. Mais surtout, je voulais vous inviter aussi à prendre les choses peut-être dans un autre sens. Parfois, on a parlé beaucoup de vulnérabilité commune, hein, et donc il faut réfléchir. C'est cette petite vision optique, hein, on peut voir les trucs dans les deux sens. Il ne faut pas hésiter aussi à se rappeler qu'il y a une part de facettes de l'IDH, hein, qui sont des choses associées aussi. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec les DDH, hein, qui sont des choses qui rendent aussi des choses plus complexes, hein, et parfois, des trucs associés, des trucs associés qui pourraient être des troubles plutôt indépendants. Hein, et il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas tout mettre sous ce prisme-là. Et en fait, vivre avec la TDAH apporte des choses intéressantes. On apprend plein de choses, je pense, quand on a TDAH, et peut-être en venant des conférences aujourd'hui. Ok, ouais, donc pour ma petite conclusion, hein, je pense qu'il faut, le titre c'était les troubles associés au TDAH, hein, et on peut peut-être enlever le mot trouble et parler de traits associés au TDAH. C'est parfois aussi utile. Hein. Moi, j'ai un trait anxieux associé, moi je suis plutôt du genre à anticiper, même si j'ai un TDAH aussi, j'anticipe malgré le fait que j'arrive pas, ça peut être juste un trait, hein, associé. J'ai une sorte d'humeur qui est labile, mais voilà, c'est un trait. Je n'ai pas forcément un diagnostic de trouble. J'ai des émotions qui sont très vives, hein, pas forcément le trouble de la manifestation d'émotions. Bon, c'est comme ça. Ça peut être un autre titre, hein, mais et on peut même le transformer dans certains cas comme une force, apprendre à utiliser ses traits comme une force. Enfin, c'est ça. Exactement. Voilà, donc les troubles associés aux traits associés aux forces associées, je pense qu'on peut parfois essayer de changer les choses. Et alors, je trouve aussi spécial pour aujourd'hui, hein, c'est les TDAH associés, c'est pour utiliser le mot dans l'autre sens, et ça, je remercie particulièrement l'association de faire cette journée aujourd'hui. Voilà. Je vais vous donner ça comme je pense qu'on peut toujours, alors évidemment, là je parle des troubles, mais je pense qu'il ne faut pas négliger le fait de voir aussi les choses de façon négative, comme nous, médecins, on a parfois tendance à voir ce qui ne va pas, il faut pas vous exprimer ce qui va aussi. Par exemple, Répondez entre vous. Hein. La curiosité, voilà. Est-ce que beaucoup de personnes vivent de TDAH? Oui, alors aujourd'hui, on considère que par TDAH, on parle de trouble déficit d'attention. Alors, on considère que c'est 2 à 3%. Alors, le truc, c'est qu'il y a aussi après. Non, c'est quoi? Il va un psychiatre. Voir un psychiatre, enfin, moi, je pense que pour voir un psychiatre, on a quelque chose à faire avec un psychiatre. Hein. Si le psychiatre pense que pour un traitement pour le TDAH, c'est utile, oui, il faut prescrire. Après, voir un psychiatre pour voir un psychiatre, non. Il faut voir un psychiatre, c'est un associé, s'il faut le traiter, s'il faut un médicament, s'il faut faire une thérapie, s'il faut faire une thérapie, il faut juste comprendre et expliquer. Il faut vérifier que il n'y a pas de choses associées. Je ne pense pas qu'il faut forcément voir un psychiatre pour un TDAH. Sinon, ça fait beaucoup de. Ça dépend de ce qu'on a besoin, en fait. Hein, et ça, dans l'équipe de traitement, c'est quoi? Alors, Ça, c'était la question. C'est la question. Voilà. Alors, Ouais, on a vu. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir passer la journée avec vous, hein, parce que pour des raisons. Mais voilà, le traitement, c'est apprendre à savoir. Je le fais en training rapide, hein, qui me permet de faire des réponses hyper directes, savoir comment je fonctionne et comment est ma moto à moi, apprendre quelles sont les propriétés de l'apprentissage, apprendre à faire avec, savoir là où je suis bon, là je suis pas bon, faire des choix, et parfois il nous faut un traitement, et évidemment, parfois, mais pas toujours, hein, ça dépend vraiment des situations. Distinguer avec l'aide de Est-ce qu'il ne faut pas, dès le départ, informer toute l'éducation nationale par rapport à ce problème-là, parce que de plus en plus. Là, on sort encore plus du champ du sujet. Non, mais je suis d'accord, mais après. Non, et alors, effectivement, je pense que les choses sont. Il y a eu énormément de retard. Je pense qu'on est sur une amélioration qui est assez. Les
enseignants, il y a quand même, c'est dans le programme de base, il y a un renouvellement en temps, évidemment. Il y a quand même, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de progrès sur ces 10 dernières années, qui est certainement pas insuffisant pour beaucoup d'enfants, mais voilà. Pour les garçons, pour les Oui, alors c'est vrai que chez les filles, c'est plus dégressif et plus tardif. C'est pas encore la difficulté d'aujourd'hui. Je me permets de mettre la question. Si, avant. Avant, mais voilà. Donc, ah oui, chez les filles, mais je veux dire, oui, bien sûr, mais je n'attends pas mais... Juste pour avoir c'est en 2021 chez les amis, Oui, qui est en formation de prof actuellement, et ils ont on pas. parle de minorité. Ça les heures et des heures. Alors, par rapport à la il y a tellement de par rapport aux profs qui sont déjà en place, j'ai envie de parler de 10, j'ai envie de parler de l'autisme, parce que PSA est unique, donc, moi je suis contrôlée moi-même par un fédérage. Le HP, on en a un peu, mais le fédérage, à un moment donné, j'avais envie de parler sur les anciens. Et il n'y a pas de formation de nouvelles évolutions. Je parlais des travail qui sont en formation. Et nous, qui en politique, Ouais, c'est, non, mais encore une fois, honnêtement, les choses changent. Par rapport à votre conférence, si dans les troubles associés, si on se reconnaît dans plusieurs troubles associés, ça peut concerner certaines filières. Si on a plusieurs choses dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a. Ah non, pas forcément. On peut avoir des troubles associés sans pas de TDAH. Comme parce qu'on a trois des troubles que j'ai mentionnés, on peut mettre un TDAH. Oui, mais si on a vraiment précisément ce que vous avez dit, c'est Non, non. C'est des options. C'est des. Voilà, C'est juste des gens, c'est juste des options. Après, il faut faire attention, c'est pas parce que c'est proposé dans notre couple qu'on a